pour cette nouvelle petite escapade, cap à l'est, mais on reste en Europe, en route vers les Dolomites dans le Tyrol italien. Et c'est avec ma vieille petite Dacia, à qui je fais toujours une confiance totale, que je confie mes 10 prochains jours et mes 3000 km de route. D'abord, je traverse l'Alsace-Lorraine, puis la Suisse en passant par la fameuse ville de Davos, la ville des grands de ce monde où, petite anecdote, sous prétexte que j'ai dépassé, par inadvertance, la vitesse de 20 km/h autorisée, j'ai pris une prune de 800 €. Il y a des jours, je vous jure... J'ai franchi la frontière, me voici en Italie, dans le joli petit village de Glorenza, où je m'arrêterai quelques minutes pour profiter de ses vieux remparts et de sa petite place accueillante. Je reprends la route, il me reste quelques dizaines de kilomètres pour rejoindre Bolzano qui sera ma ville étape. Je quitte Bolzano par une route qui serpente au milieu des exploitations arboricoles qui couvrent le flanc des montagnes de la région. Ça commence maintenant, les Dolomites m'attendent. Déjà les premiers sommets dentelés se profilent à l'horizon. Santa Magdalena, un tout petit village réputé pour la jolie vue de sa petite église sur fond de montagne. Ortesei, l'un des joyaux des Dolomites, niché au cœur du Tyrol italien, c'est plus qu'un simple village montagnard, une petite merveille où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Avec ses ruelles pavées, ses maisons de bois colorées aux balcons fleuris, ses églises baroques, le village respire l'authenticité.
quitte Orthézaï pour Val Gardena par une route tortueuse au panorama toujours exceptionnel. Santa Cristina Val Gardena, un autre village aux maisons joliment décorées et où l'art de la sculpture sur bois atteint des sommets, comme la montagne qui l'entoure. Mon itinéraire, judicieusement choisi, m'emmène par une route qui serpente entre des falaises vertigineuses, des dents de roche acérées, des sommets qui semblent toucher le ciel. Chaque virage révèle un nouveau panorama, où les parois rocheuses, sculptées par le temps, se dressent comme des géants. Certains panoramas nous imposent de nous arrêter quelques minutes pour immortaliser sur pellicule, avec des pixels, la beauté du paysage où l'on se sent tout petit devant une telle majesté des lieux. Me voici au col de Sella, à plus de 2000 mètres d'altitude, où il est de bon ton de s'arrêter pour admirer, une fois encore, de merveilleux paysages. C'est maintenant une très longue descente qui va me mener jusqu'à la petite ville de Canazei, une ville importante, véritable paradis pour les randonneurs, les cyclistes qui osent se mesurer aux routes pentues qui les mèneront vers des sommets fabuleux, et tous les amoureux de grands espaces. Certains quartiers de cette jolie ville a su garder une authenticité montagnarde avec ses vieux chalets de bois au décor tyrolien.
Alors, ce matin, on prend de la hauteur, direction le refuge de Tony Demetz, à 2637 mètres d'altitude. Pour y accéder, une petite télécabine de poche, puisque seulement 2 personnes peuvent monter à bord. C'est un vrai voyage dans le temps. Construit en 1960, elle a un côté un tantinet ringard, qui me convient tout à fait. Suspendu dans le vide sur son petit câble qui grince un peu, on monte doucement, ce qui permet d'admirer pleinement le paysage. Une autre alternative s'offrait à moi pour accéder au refuge, faire l'ascension à pied. Un petit 90 minutes m'a-t-on dit. Bien sûr, j'ai refusé. Bien sûr, arrivé au refuge, un panorama grandiose s'offre à nos yeux ébahis. Et mention spéciale à ce petit bonhomme qui, sous l'autorité paternelle, a dû, tout en maugréant probablement, se taper 1h30 d'ascension. Sur l'arrière du refuge subsistent quelques belles plaques de neige qui ajoutent à la beauté du site. Les plus téméraires pourront même, sur la Via Ferrata, chercher le grand frisson. Retour dans la vallée, une vingtaine de minutes pour s'imprégner encore du panorama grandiose. Ici, quelques petits gravillons qui se sont détachés de la falaise. Ah oui, la télécabine ne s'arrête jamais. L'embarquement et le débarquement peuvent être assez sportifs. Revenons sur Terre. Je prends la route en direction du lac de Fedaya, m'offrant un arrêt au col de Cook, où, là encore, le panorama est époustouflant. Le lac Fedaya est un lac artificiel créé dans les années 50 au pied de la Marmolada, le plus haut sommet des Dolomites. Et quoi de mieux que le bruissement d'une cascade pour la méditation, hein? Quoi de mieux? Et me voici arrivé à Bosco Verde, ma ville étape, une petite bourgade au fond d'une vallée boisée, où la grande spécialité semble être la ferronnerie d'art.
matin, sur les recommandations de mon hôtelier, je prends la direction de la petite ville de Daleg, qui, paraît-il, vaut le détour. Sur le trajet, de vieux chalets au charme désuet retiennent toute mon attention, tout comme l'exposition champêtre de sculptures de personnages grandeur nature qui témoignent du savoir-faire des habitants de ce fond de vallée. Longeant le lac du même nom, à Legg, j'arriverai bientôt à destination. Encore un joyeux des Dolomites. Le lac Alleg, cerné de pics majestueux et entouré de forêts, est un site remarquable qui attire de nombreux touristes. C'est le lieu idéal pour de longues balades contemplatives ou simplement pour admirer la nature dans toute sa splendeur. Moi, je n'y ferai qu'une pause, la route m'attend. Loin des sentiers battus, au bout d'un chemin de terre, dans un lieu bucolique, les ruines d'un vieux château qui, d'ordinaire, se visite. Mais pas aujourd'hui. Tant pis. Passo Falzarego, le col de Falzarego, un col très emprunté, il y a toujours foule, et aujourd'hui les motards sont franchement majoritaires. Mais on s'y arrête surtout pour accéder au lac Gazoy, l'un des sommets les plus emblématiques des Dolomites, avec son téléphérique qui en quelques minutes franchit les plus de 700 mètres qui nous séparent de son sommet. À une vitesse de 42 km/h, il ne nous faut que 3 minutes pour parvenir en haut de ce pic aux parois verticales. Au sortir du téléphérique, c'est un vrai 360 degrés qui s'offre à nous. Un panorama à couper le souffle qui nous fait découvrir une grande partie de ce beau massif que sont les Dolomites. Un immense plateau rocheux flanqué de montagnes aux dents acérées, des plaques de neige toujours existantes en cette fin de printemps, un refuge et sa terrasse panoramique, des chemins très praticables délimités par un empierrement. Il n'en faut pas moins pour qu'une foule nombreuse de touristes, mais aussi de randonneurs, envahissent ce beau domaine.
fin de journée dans les environs de Cortina d'Ampezzo. C'est le départ pour mon dernier jour en Italie. Ce soir, ma ville étape sera Innsbruck en Autriche. Je commencerai par la visite au lac Misurina, chaudement recommandé par de nombreux guides touristiques. Un accueil très bucolique avec toutes ces vaches se régalant de l'herbe grasse des alpages environnants. Mais c'est aussi un panorama toujours aussi exceptionnel avec ses hauts sommets qui en cette heure matinale resplendissent sous les rayons du soleil. Cerné par de grandes forêts de pins d'où émergent de hauts sommets qui se reflètent dans son eau cristalline, le lac Misurina, véritable joyau alpin, niché à 1756 mètres d'altitude, est réputé pour son calme et sa sérénité. Le lac Misurina est un véritable tableau vivant. J'entreprends maintenant mes derniers tours de roue dans le Tyrol italien, encore de beaux paysages en perspective qui me laisseront un excellent souvenir de mon voyage dans les Dolomites. Puis je retrouverai l'autoroute qui me conduira, en passant par le col du Brenner en Autriche, dans la jolie ville d'Innsbruck, ancienne ville olympique des Jeux d'hiver en 1976. Au bord de l'Inn, la rivière qui le traverse, Innsbruck, c'est la perle des Alpes autrichiennes. Blottie au cœur des montagnes, c'est une ville où l'histoire et la modernité se mêlent harmonieusement. Avec ses maisons colorées aux façades baroques ou médiévales, son cœur historique animé et ses ruelles pavées, Innsbruck respire tout le charme tyrolien. En fin d'après-midi, le centre-ville grouille de vie, des terrasses bondées où l'on sirote des bières bien fraîches, des restos qui sentent les spécialités locales et les bars où l'on trinque joyeusement entre amis. Une ambiance chaleureuse, je ne vous dis que ça. Coincée entre bistrot et restaurant, la Hofkirche, l'église impériale qui renferme le tombeau de Maximilien Ier, et de ses 40 statues représentant les ancêtres des Habsbourg. Innsbruck et sa cathédrale Saint-Jacques, un chef-d'œuvre gothique du XVIIIe siècle avec sa façade baroque et ses deux tours imposantes.
À l'intérieur, des fresques des hôtels richement décorés donnent au lieu une atmosphère de recueillement. Et pour finir, le palais impérial, joyau historique en plein cœur de la ville. Construit au XVe siècle sous l'empereur Maximilien Ier, c'était la résidence des Habsbourg, le symbole de leur pouvoir au Tyrol. Ce matin, je prends la direction d'un endroit dont on parle quelquefois, mais que quasiment personne ne connaît, la petite principauté du Liechtenstein. À peine 25 km de long, le Liechtenstein se blottit entre Autriche et Allemagne. Sa capitale Valduz est réputée comme centre économique et financier. Sa rue principale, Hauptstraße, est le cœur battant du pays. On y trouve des boutiques élégantes, chic et chères, des cafés accueillants et de nombreuses galeries d'art. La cathédrale Saint-Florin, construite en pierre naturelle, dresse fièrement son clocher pointu, tandis que l'on pénètre à l'intérieur par un élégant escalier à deux bras, sous lequel deux niches abritent des statues de bronze représentant la nativité et la mise au tombeau. On notera une certaine sobriété de son intérieur. Sur le côté de la cathédrale se trouve le lieu de sépulture de la famille princière. Perché sur la colline qui domine la ville et la vallée du Rhin, le château de Vaduz, résidence officielle de la famille princière. Il incarne l'histoire et le pouvoir de ce micro-État. Il ne m'aura fallu que quelques minutes de route pour me retrouver en Allemagne où j'ai prévu de faire étape sur le lac de Constance. Particularité de ce lac, il est partagé entre Allemagne, Suisse et Autriche. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je commence la visite de la ville par son lac. Majestueuse, au bout de la jetée à l'entrée du port, Imperia, une statue de 9 mètres de haut qui tourne sur elle-même. Elle représente une courtisane inspirée d'un conte d'Honoré de Balzac, la belle Imperia. C'est le symbole emblématique de la ville. Sur le lac, une navigation incessante de grands bateaux blancs à plusieurs étages qui proposent des croisières sur les eaux calmes et bleues, du moins aujourd'hui, à des touristes curieux cherchant peut-être à mettre un peu de romantisme dans leur existence, aux petits caboteurs traînant sa ligne en espérant une pêche miraculeuse, des à voile, des à hélice, des à aubes, un ballet perpétuel dont on ne se lasse pas. À 2 pas du lac, un centre-ville très animé avec, comme il se doit, restos, cafés, terrasses, toujours abondamment remplis par des touristes affamés ou assoiffés ou cherchant simplement à faire une petite pause avant de poursuivre la découverte de la ville. On peut aussi s'aventurer dans les ruelles médiévales de la vieille ville et admirer ces jolies maisons à colombages qui nous conduiront jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne, dominant la vieille ville de sa flèche élancée,
un joyau gothique du XVe siècle. Son architecture imposante et ses vitraux richement colorés en font le monument emblématique de la ville. Dans un parc arboré, dans un bras du lac, on peut s'adonner aux joies de la baignade ou du canotage. Et c'est sur le bateau le plus vieux du lac, aujourd'hui à la retraite et transformé en bar, que je viendrai clore cette belle promenade lacustre en dégustant une boisson bien fraîche et bienvenue en ces temps de canicule. Tout en admirant, une fois encore, les beaux bateaux qui vont sur l'eau. C'est ma dernière étape. Ce soir, je serai de retour en France. Mais avant ça, un dernier arrêt en Suisse, dans la jolie ville de Zurich. Blottie sur les bords de son lac éponyme, Zurich est la plus grande ville de Suisse. Elle est traversée par la Lima, la rivière qui alimente le lac, sur les rives de laquelle il fait bon s'y promener. C'est dans le quartier de Linderhof que se trouve la vieille ville avec ses ruelles sinueuses largement pavoisées aux couleurs du pays. On peut y voir d'anciennes maisons corporatives aux façades toujours joliment décorées, des églises aux clochers élancés, des places historiques où boutiques, cafés et restaurants se chevauchent largement. Il faut prendre un peu de hauteur pour rejoindre l'ancienne forteresse romane et jouir d'une jolie vue sur la Lima, les toits de la vieille ville et les Alpes qui se dressent à l'horizon. Ici s'achève mon périple italo-austro-germano-helvétique. Une petite semaine au cœur des merveilles alpines.